Vetomicro vous présente Ça coûte combien docteur ? Une mini-série en partenariat avec Figo. Vous êtes à l'aise avec l'argent, vous ? Moi, je me souviens de mes yeux rivés sur le devis, incapable de croiser le regard du client au moment d'annoncer le prix. Pourquoi est-ce si inconfortable pour nous, vétérinaires, de parler d'argent ? Pourquoi soigner nous paraît-il si naturel alors que facturer nous met si mal à l'aise ? Bienvenue dans Ça coûte combien docteur ? La mini-série où l'on explore ce moment délicat où la passion de soigner se heurte au prix d'annoncer. 5 épisodes pour comprendre notre rapport aux tarifs, aux factures, aux clients et au fond questionner notre relation à l'argent. Ce podcast est réalisé en partenariat avec Figo, l'assurance chien et chat qui assure vraiment et qui permet à tous les propriétaires de protéger leurs compagnons et couvre les frais vétérinaires. Une manière aussi d'aider les vétérinaires à proposer les meilleurs soins sans avoir à s'excuser de les facturer. Belle écoute. Épisode 3. Quand sauver coûte trop cher. On pense souvent que la médecine vétérinaire, c'est sauver des vies. Mais parfois, c'est l'argent qui décide du sort de l'animal. Quand un propriétaire me dit « je ne peux pas payer », je sais déjà que je ne pourrai pas te proposer la meilleure médecine. Ce n'est pas un cas isolé. Ces arbitrages reviennent chaque semaine, parfois chaque jour. Je voudrais pouvoir soigner tous les animaux de la même façon, mais dans la vraie vie, ce n'est pas possible. On ne nous prépare pas à ça à l'école, soigner avec une calculatrice à la main. Il y a des jours où je rentre chez moi avec un vrai nœud dans l'estomac. Si cet animal appartenait à quelqu'un d'autre, il serait encore en vie. À un moment, mes choix ne sont plus médicaux, ils deviennent financiers. Dans ces moments-là, l'argent entre dans la salle de consultation et tout change. Dans cet épisode, vous allez entendre un témoignage fort, mais différent. Pas de dialogue cette fois-ci, pas de voix invitée. Le vétérinaire qui a partagé son histoire a souhaité rester totalement anonyme, jusqu'à sa voix. J'ai donc choisi de vous lire ces mots, tels qu'il me les a confiés, pour que vous puissiez entendre, de l'intérieur, ce dilemme qui hante nombre d'entre nous. Celui de devoir choisir entre ce qu'il y a de mieux pour l'animal et ce que le propriétaire peut se permettre. Une situation où la médecine rencontre ses limites, non pas techniques, mais financières. Et où, parfois, la décision ultime n'est pas dictée par le diagnostic, mais par le portefeuille. Il y a des jours où je rentre chez moi avec un vrai nœud dans l'estomac. La semaine dernière, un propriétaire âgé m'amène son chien. Comme souvent, son meilleur ami. Un golden de 6 ans. Après une série d'examens, le diagnostic préliminaire tombe. Une masse abdominale. J'explique alors les possibilités et le meilleur protocole à suivre. Examen sanguin, anesthésie et chirurgie pour pratiquer l'exérèse de la masse. Ensuite, les analyses. On n'oublie pas l'hospitalisation, les traitements post-opératoires, même potentiellement une chimio dépendant du diagnostic. Tout ce qui peut lui offrir une vraie seconde chance. Le propriétaire m'écoute en silence, puis me dit doucement « Docteur, je n'ai pas les moyens ». À ce moment-là, mes choix ne sont plus médicaux, ils deviennent financiers. Et aucun n'est idéal. Faire la chirurgie, en sachant que je risque de ne pas être payé, ce qui met ma clinique en difficulté. Proposer un traitement moins cher, mais beaucoup moins efficace, qui réduit nettement les chances de survie. Et inexorablement envisager l'euthanasie lorsque la qualité de vie du chien diminue. Ce jour-là, nous avons opté pour un traitement médical plus léger, avec un pronostic réservé. Mais d'autres fois, la décision est différente. J'euthanasie un animal uniquement parce que son propriétaire ne peut pas payer. Et ça, ce n'est jamais neutre. Parfois, je me surprends à dire « Si cet animal appartenait à quelqu'un d'autre, il serait peut-être encore en vie. » On ne nous prépare pas à ça à l'école vétérinaire. On nous apprend à diagnostiquer, à traiter, à sauver.
mais pas à arbitrer entre ce que je sais être médicalement juste et ce que le client peut se permettre. Et le plus difficile, c'est que ces dilemmes ne sont pas exceptionnels. Ils reviennent plusieurs fois par mois, parfois plusieurs fois par semaine. Chaque fois, je me demande si j'ai fait ce qu'il y avait de mieux pour l'animal. Ou simplement ce que le portefeuille du propriétaire permettait. Dans ces moments-là, l'argent entre dans la salle de consultation. Et tout change. Ce récit, il n'est pas unique. Beaucoup de vétérinaires pourraient dire la même chose, avec d'autres visages, d'autres animaux, mais la même réalité. Quand l'argent s'invite dans la consultation, il rebat les cartes. Alors pourquoi ce malaise ? Pourquoi cette gêne à parler d'argent alors qu'il influence autant nos choix ? Pour nous aider à comprendre ce qui se joue dans ces situations, Christian Junod, coach et expert du rapport à l'argent, va nous aider à prendre du recul, explorer encore une fois ce tabou et découvrir comment s'en libérer. Alors, dans le témoignage qui était effectivement très touchant, parce qu'il parlait vraiment d'un conflit intérieur entre la place de l'argent et la place de ce qu'on aurait envie de faire ou ce qu'on ferait si l'argent n'était pas une question. Et ça vient vraiment toucher à une forme de dilemme, en quelque sorte. Et bon, ça montrait en tout cas, j'allais dire, toute son humanité, d'être touché par ce genre de situation. Et là encore, c'est important pour moi en tant qu'être humain, quand on a affaire à justement, même si là on parle d'animaux, mais il y a des humains derrière, avec encore une fois tout le lien qu'il peut y avoir avec les animaux, qui est pas anodin du tout. On peut ne pas être touché, on peut avoir une possibilité si on se coupe de son humanité. Et malheureusement, en tout cas, là, je parle plus de la médecine traditionnelle, je parle pas de vétérinaire, mais très souvent des personnes qui sont fait annoncer des cancers et autres, avec quelqu'un qui était d'une froideur en face, qui disait que c'était juste épouvantable. Et, et après, je sais bien que les personnes font du mieux qu'elles peuvent et que c'est justement une manière de se protéger, de se préserver, que de se couper de son humanité. Simplement, c'est pas forcément ce que la personne a besoin en face. Donc, je pense que c'est important déjà euh, de pouvoir se laisser toucher sans se laisser envahir par les émotions, parce qu'il peut se passer en face auprès des clients en étant dans ce qu'on appelle l'empathie, et l'empathie n'est pas la sympathie. La sympathie, c'est je souffre avec vous, alors que l'empathie, c'est je comprends votre souffrance, mais je réussis à garder la juste distance pour ne pas être envahi par cette souffrance. J'espère que la différence est claire. Et vraiment, dans la notion d'empathie, c'est vraiment de pouvoir être en compréhension de ce que la personne vit et pouvoir être potentiellement dans l'accompagnement, et le dire avec des mots, avec des gestes. Oui, j'entends bien que c'est pas simple ce qui vous arrive et tout, et je comprends à quel point ça peut être difficile pour vous de vivre ça, ou que c'est un crève-cœur de vivre ça également. Ce sont des situations que je vois de temps en temps et qui me touchent beaucoup aussi. Donc ça, c'est vrai que je pense que c'est déjà important de pouvoir rester connecté à son humanité, tout en gardant aussi une deuxième casquette, qui est la casquette du chef d'entreprise aussi, dans le cas, il en parlait aussi, en disant oui, je peux être mal à l'aise avec ma conscience, et en même temps, j'ai moi aussi une réalité, financière qui est, j'ai une clinique ou j'ai un cabinet, j'ai d'autres choses, et que voilà, et que j'ai une marge de manœuvre qui est plus ou moins réduite, qui est plus ou moins grande. Chacun la connaît, sa marge de manœuvre. Moi, je la connais pas pour eux. Comme je disais, ce qui n'empêche pas que parfois, dans certaines situations, on peut faire des gestes ou pas. Je n'ai pas de conseil à donner à chacun qui doit vraiment sentir là où il y a de la marge de manœuvre, là où il n'y en a pas. Et j'ai envie d'élargir un peu le propos, de prendre un peu de hauteur. C'est de se souvenir que finalement, ce genre de situation qu'on peut trouver comme injuste, effectivement, elle se manifeste dans plein de domaines dans notre société actuellement. Que d'ailleurs pour les soins, pour les êtres humains, c'est pas différent. Tout le monde n'a pas accès aux cliniques privées où on a peut-être des meilleures chances de survie parce que on va être mis en priorité pour certains nombres de situations et autres. On va peut-être avoir affaire à des personnes encore peut-être, je dirais, qui sont peut-être encore à un niveau plus élevé en termes de capacité. Donc, on n'a pas tous accès au même endroit. Et là, je parle des pays économiquement, entre guillemets, développés. Je parle pas de tous les autres pays
où il y a à peu près rien du tout. C'est-à-dire que pour le même genre de problématique, dans un pays, certains pays d'Afrique ou dans d'autres pays, nos chances de survie ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est également une réalité. C'est de voir aussi que malheureusement, aujourd'hui, il y a encore tous les jours des enfants qui meurent de faim et qui meurent sous les bombes. Et que je veux dire, c'est aussi une réalité. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas juste. Non, ce n'est pas normal. Donc, ce que je veux dire par là, j'aimerais pas minimiser, mais c'est juste prendre de la hauteur en disant oui, c'est ce qu'on peut percevoir, parce qu'une fois, c'est une perception comme de l'injustice. Elle existe à tellement d'endroits aujourd'hui et effectivement de ce qui se passe dans le cabinet, ce qui peut se passer dans un cabinet fait partie de tout ça qui fait que un animal n'aura pas les meilleurs soins possibles pour des questions financières. Donc ça, c'est important de voir que oui, ce sont des choses qui arrivent dans plein de domaines. Et je suis pas en train de dire encore une fois que c'est juste, mais de voir que c'est aussi cette réalité-là. Simplement, c'est quoi? C'est que on le sait tous qu'il y a des enfants qui meurent de faim. Et on pourrait tous se laisser toucher par ça, mais ce serait insupportable si tous les jours on se met à pleurer parce que les enfants meurent de faim et puis que c'est pas et que c'est profondément injuste. Donc on voit qu'on a une certaine distance parce que c'est pas celui qui est sous notre fenêtre à qui ça arrive, c'est des gens qui sont relativement loin. Donc simplement, on voit à quel point les choses nous touchent tellement plus quand ça arrive dans notre cabinet, quand ça arrive dans notre famille, quand ça arrive dans un proche, chez un proche. On voit très bien quand il y a un attentat, si ça arrive dans notre pays ou dans notre région, on est beaucoup plus touché que si ça arrive à l'autre bout de la Chine ou de la Russie, je ne sais pas quoi. Je ne veux pas dire qu'on n'est pas touché, mais on voit bien que l'impact n'est pas le même. Donc ça, effectivement, c'est ce qu'on peut voir qu'on peut vivre les choses différemment suivant comment elles arrivent. Après, il y a peut-être parfois, mais après, encore une fois, hein, je pose les choses comme ça. Ça existe dans certains domaines. Et je dis pas que c'est facile à mettre en place. Je dis pas que c'est juste à mettre en place. Mais parfois, on voit que on peut. Alors, on parlait de sensibilisation, peut-être effectivement aux assurances pour éviter ce genre de situation. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que parfois, on voit des domaines où on propose des prix solidaires en disant, tiens, vous avez l'occasion de payer un peu plus et ça permettra peut-être à des personnes qui ont moins de moyens de pouvoir bénéficier de ça. Par exemple, donc il y a je prends des exemples, je sais qu'il y a des fois 3 prix, il y a le prix normal, il y a le prix solidaire et puis il y a le prix, je sais plus comment ils appellent ça. Voilà, le prix en tout cas pour les personnes qui auraient moins d'argent, par exemple. Il y a des endroits, il y a même des fondations qui ont été faites à des endroits aussi que justement où l'argent est prévu et là pour soutenir les personnes qui auraient moins de moyens dans un certain nombre de situations. Donc, je veux dire par là, c'est que potentiellement, je dis bien potentiellement, on pourrait, si on le sent comme juste, être créatif pour essayer de récolter quelques moyens qui pourraient justement permettre à ce genre de situation d'être, je dirais, moins pénalisante, par exemple. Encore une fois, je dis pas que c'est facile, je dis pas qu'on doit le faire, je dis que ça existe déjà dans certains domaines et que si pour quelqu'un c'était vraiment trop souffrant, trop difficile de faire face à ce genre de situation-là, peut-être ça pourrait être intéressant de creuser la chose. Est-ce que ce serait juste de dire, en t'écoutant, ce qui me vient, c'est que la personne, le vétérinaire, ou la vétérinaire, plutôt que de lutter contre voilà l'émotion d'injustice qui est là, c'est presque se réconforter du fait qu'il y a cette émotion qui est là et de se dire bah oui j'ai justement si je l'ai cette sensation cette émotion c'est que je suis quelqu'un d'humain et puis de laisser passer en quelque sorte plutôt que de se battre contre. Oui, tout à fait, absolument. Tu vois, et c'est pas pour rien que dans certains domaines, d'ailleurs, y compris dans les domaines médicaux, il y a des fois des groupes de parole qui existent dans certains endroits pour des médecins et autres qui sont justement confrontés à des souffrances, à des choses comme ça, des espaces où on peut lâcher ça parce que le pire, c'est de garder ça pour soi et d'accumuler encore et encore. Ça, c'est le pire qu'on puisse faire parce qu'à un moment donné, d'une certaine manière, on va péter parce que ça fait trop d'émotions accumulées qui n'ont pas l'occasion peut-être de pouvoir se vivre ou de cas d'avoir un espace de parole pour ça. Donc ça, je pense que c'est déjà important quand on est sensible à ce genre de choses de ne pas négliger ça parce que ça peut vite avoir des incidences sur notre santé également. Et on peut pas faire comme si cette réalité n'existait pas.
On peut effectivement potentiellement se couper pour ne pas être touché. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution, mais c'est un mécanisme de défense et c'est OK d'avoir des mécanismes de défense. Et est-ce que tu penses que les métiers de soins sont plus concernés par cette injustice aussi de par peut-être ce syndrome du sauveur qui est plus présent? Oui, je pense que c'est vraiment une bonne question que tu poses là, parce qu'en tout cas, on peut voir effectivement, tu vois, moi qui viens du métier de la banque, moi j'ai beaucoup affaire à des gens qui sont dans les métiers de l'accompagnement, donc des coachs, thérapeutes, enfin tout ce qu'il y en a, et de l'ordre du soin, infirmier et tout. Et c'est vrai que dans ces métiers-là, on a affaire à beaucoup de sauveurs. Moi, le premier, je vois que j'ai au départ une tendance sauveur. Alors que dans les métiers de la banque, je peux te dire que les sauveurs, ils sont pas très présents, je veux dire, hein. Ils courent pas les toits. En tout cas, c'est pas là qu'on les voit le plus. Donc, ça veut dire que si on aurait tendance à être peut-être dans ce côté sauveur au départ, en tout cas, mais qui demande justement je dirais être à l'écoute de cette partie-là, surtout pas lui laisser toute la place, de voir que c'est juste une partie de moi et c'est pas tout moi, mais c'est parce qu'effectivement, on est particulièrement touché par le mal-être et par la souffrance, qu'elle soit animale, qu'elle soit humaine ou qu'elle soit même de la nature, au sens plus large, hein, de la terre ou je ne sais quoi, qu'on peut être particulièrement touché par ce genre de souffrance-là, qui qu'elle ne nous laisse, elle ne nous laisse pas froide. Donc c'est vrai que c'est juste, encore une fois, c'est notre humanité qui est là. Je pense que cette humanité, c'est une belle part de nous. Simplement, on ne doit pas peut-être y laisser toute la place à tout le temps. C'est ça que j'ai envie de dire. Ce 3e épisode nous a rappelé une réalité dure, mais incontournable. En médecine vétérinaire, l'argent s'invite parfois dans la salle de consultation et vient bouleverser nos décisions. Derrière chaque protocole idéal, il y a aussi une clinique à faire tourner. Un propriétaire avec ses moyens, et nous, vétérinaires, pris dans ce tiraillement. Avec Christian Junot, on a vu que ce malaise n'est pas qu'une question de chiffres. Il touche à notre humanité, à notre empathie, à cette tendance au sauvetage qui fait partie de notre métier. En parler, partager nos expériences et reconnaître nos limites, c'est déjà une manière de desserrer les taux. Alors si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à poursuivre la discussion autour de vous. Parce qu'en osant nommer ce tabou, on fait un pas de plus vers un rapport plus apaisé à l'argent dans notre profession. Vous venez d'écouter Ça coûte combien, docteur? Une série Figo présentée par Vetomicro. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager à nos consoeurs et confrères et à nous mettre 5 étoiles. Et écrivez-nous aussi sur podcast@themavet.fr parce que ça nous intéresse d'avoir vos retours et d'échanger avec vous.